C'est de présenter un peu la forêt, la gestion forestière, pourquoi on gère les forêts, pour permettre demain, quand on ira se promener, de ne plus avoir à expliquer ça. Voilà. Donc, la première chose, un peu pour remettre l'hiérarchie des choses bien en place. Là, il faut que je me tripote parce qu'il faut que je change de lunettes. Pardon. Que je souhaite d'abord bien affirmer que la forêt n'a pas besoin de forestiers, c'est les forestiers qui ont besoin de forêt. Et il ne faut jamais oublier ça. La forêt est un milieu autonome, autosuffisant et durable. Le rôle du forestier n'est donc d'abord ni sa création, ni sa protection, mais sa gestion pour couvrir durablement les besoins humains. C'est-à-dire, s'il y a forestier, c'est parce qu'il y a des besoins en bois pour l'humain et pas pour servir la forêt. Et ça, c'est une introduction qui me semble indispensable, parce que ça situe les choses. Le deuxième point, c'est que les différents besoins sociétaux, enfin, les différents besoins humains, la multifonctionnalité, peuvent être listés. La première chose que nous trouvons en la forêt, c'est le paysage. Hein, la forêt en tant qu'élément de paysage est la première chose que l'on perçoit, donc le côté esthétique, l'aspect patrimonial ou culturel. Voilà. Le deuxième point, je citerai, c'est tout ce qui tourne autour du loisir. Loisir, c'est-à-dire la chasse, la cueillette, la promenade, le sport, le tourisme, tout ce qui aborde la forêt en tant qu'élément dans lequel on peut plonger. La différence entre forêt et champ, c'est qu'on rentre dans une forêt. On ne se promène pas sur la forêt comme on se promène sur une prairie. Un aspect, là, on rentre déjà dans un aspect plus institutionnalisé, qui est l'aspect de protection. La forêt en coupe-vent, ressources en eau, protection contre les avalanches, les érosions, protection du littoral, puits de carbone. Quelle que soit la production de bois, les habitants de la forêt, etc., ces éléments-là peuvent être assurés. Ensuite, on vient vers la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est un concept qui devient de plus en plus à la mode. Il était évidemment connu de longue date déjà. La forêt est le milieu refuge par excellence, au moins dans le monde très civilisé ou cultivé comme le nôtre. C'est le seul endroit où l'évolution quotidienne se passe sans intervention. Même dans les forêts les plus artificielles, le quotidien se passe sans accompagnement humain. Et puis le dernier point, c'est la production de bois. Alors la production de bois, matière première industrielle et d'énergie, la vente de bois est aujourd'hui de loin et de très très loin le principal financeur de la forêt. Enfin de la forêt. La forêt n'a pas besoin de finances, mais des forestiers.
la gestion forestière, elle est payée à 95% en Limousin, ou 100% peut-être en Limousin par la vente de bois. Il y a des régions, je citerai par exemple la Sologne, où le loisir, la chasse, couvre beaucoup plus, presque 50%, des fois plus. Mais en Limousin, c'est la quasi-exclusivité de la ressource financière, du moins, c'est la vente de bois. Alors, ces vastes reboisements n'ont pas réussi à faire naître ce qu'on peut appeler une culture forestière. Parce que la plupart de ceux qui ont planté n'étaient pas des gens, enfin pas ceux qui ont planté, mais ceux qui ont fait planter, n'étaient pas des gens qui sont restés. C'était souvent des gens qui, en partant, faisaient planter leurs terres ou les vendaient à des gens qui les faisaient planter. D'autres terres, et c'est certainement une proportion très importante, ça dépend des... Sur le plateau, c'était moins, mais sur les bords du plateau, il y a eu énormément de reboisements spontanés, c'est-à-dire des reboisements des accrus. Alors, un accru ou des accrus sont des... c'est la succession naturelle, c'est-à-dire c'est des terrains abandonnés qui s'embroussaillent et se transforment peu à peu en forêt. Voilà. Ça non plus n'a pas produit évidemment beaucoup de culture forestière et depuis que je suis là et évidemment bien avant, on a toujours entendu parler de l'étonnante absence de culture forestière dans la population limousine, et sauf peut-être dans la ceinture de la châtaignerie limousine, où il y a une culture spécifique par rapport aux châtaigniers, aux taillis de châtaigniers, mais en dehors, effectivement, il y a eu très peu de bois et pas une culture élaborée de la gestion de ces espaces boisés. Alors, aujourd'hui, je dirais, on peut distinguer trois principaux types d'attitudes vis-à-vis de la forêt parmi les propriétaires. Il y en a quatre. Il y a ceux qui ne font absolument rien, qui n'ont aucune action, aucune connaissance de leurs biens et qui ne s'en occupent pas. Bon. Il y a autrement en termes de gestion, si on dit gestion, c'est intervention. Il y a la gestion nihiliste qui consiste, alors c'est moi qui appelle ça nihiliste, hein, c'est mon invention. C'est une exploitation sans aucun projet. Une exploitation type mine, on décapitalise et on abandonne. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler une gestion industrielle. Alors, gestion industrielle, c'est une exploitation à rotation accélérée, à projet court terme, avec une dynamique financiarisée, subventionnée, et tout compte fait à rentabilité discutable. C'est-à-dire si on enlève la part d'apport public, c'est-à-dire de subvention, à cette forêt, elle est proche de la non-rentabilité en termes de revenus bois. Hein? Bon. Et puis, une gestion que je nommerais à couvert continu, c'est-à-dire une gestion qui cherche à gérer une forêt dans la continuité, sans début et sans fin, multifonctionnelle, fatalement multifonctionnelle, si je veux dire, mais volontairement multifonctionnelle aussi,
à objectif environnemental, production de haute valeur à long terme. Bon, je suis peu objectif parce que... Voilà. Alors, il y a une chose étrange, c'est que les organismes de propriétaires forestiers privés défendent encore très largement la gestion industrielle. C'est sans doute lié à une forte représentation de la grosse propriété dans ces organismes. Alors, ces organismes sont... il existe un syndicat des propriétaires forestiers qui représente en fait une infime part des propriétaires forestiers et qui ne représente même pas une part majoritaire de la surface forestière. Donc, c'est ni en surface, ni en nombre, en tête de pipe majoritaire. Et ce monde-là est sociologiquement probablement proche du monde industriel. Et voilà. Alors, je ne comprends pas très bien d'autres raisons que celle-ci, parce que ça ne paraît pas très logique, en fait. Mais voilà. Alors, la multifonctionnalité forestière. Alors ça, c'est aussi un terme qui est actuellement en vogue. À ce propos, je citerai quand même le dernier, le discours de la Nouvelle An du directeur de la plus grande coopérative forestière de France, qui a dit il faut qu'on en finisse avec la multifonctionnalité de la forêt. Il faut qu'on se rappelle que la forêt est là pour produire du bois. C'est pas textuellement ça, mais vous qui l'avez lu, c'est bien un peu le sens. Hein. Voilà. Expliciter ce que vous entendez par multifonctionnalité. Alors la multifonctionnalité... Alors la multifonctionnalité que je dis, c'est que les 4 aspects que j'avais cités, paysage, loisirs, protection, biodiversité et production de bois, soient tous présents dans la gestion forestière. Voilà. Voilà. Alors en gros, oui, la multifonctionnalité forestière maximale est assurée par une gestion à couvert continu. Bon, on sait aujourd'hui que, par exemple, la biodiversité est corrélée très directement avec l'âge de la structure forestière. Alors, la structure forestière, je ne sais pas, c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour des non-forestiers. Alors, une structure forestière, ça veut dire en gros la présence de plusieurs étages. Ça peut aussi être une structure monostrate, mais de maintenir le plus longtemps possible. Alors, une structure monostrate ne peut pas être maintenue très longtemps, parce que fatalement, il faut en changer à un moment. La structure étagée, à multiples étages, ce que nous appelons dans notre jargon la futée irrégulière, même si les arbres, s'il n'y a pas d'arbres, par exemple, de plus d'un siècle, la structure peut avoir plusieurs siècles. C'est-à-dire on peut maintenir la structure même si les plus anciens sont morts. C'est un peu comme une société humaine où il y a des vieux, des moins vieux. La société reste, elle, même si les vieux meurent et des nouveaux jeunes naissent. Voilà. En gros, ça fonctionne de la même manière. Alors actuellement, il n'existe pas de filière spécifique. Il n'y a pas de filière spécifique pour les produits issus de ce type de forêt. C'est-à-dire la production d'une gestion en futée irrégulière doit se vendre dans la concurrence avec les produits de forêt monoculture et
donc dans une concurrence d'un monde dominé par une industrie qui cherche à banaliser les produits et à baisser le prix d'achat au minimum. Voilà. Et donc, dans cette concurrence, c'est vrai que c'est difficile. Ce que en agriculture, l'agriculture biologique a au moins partiellement réussi, c'est de créer des filières séparées entre le monde bizarrement appelé conventionnel et le monde, c'est un peu comme quand on dit c'est du produit équitable. Je dirais, il serait plus juste de dire que c'est un produit de voleur quand c'est non équitable. Parce que d'appuyer sur le côté équitable est un peu étrange, parce que c'est la base, normalement, qu'un échange soit équitable. Voilà. Et si de nommer équitable, c'est un peu que je trouve étrange d'appeler bio. Je dirais plutôt, il faudrait dire, c'est des productions à forte utilisation de pesticides et d'engrais. Ça me paraîtrait plus adopté que de dire conventionnel. Voilà. Bon. Conventionnel. Non, mais avant, vous avez dit des productions, si on doit la définir. À forte utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Vous proposez qu'on explique ça. Ça me paraît plus juste que de dire conventionnel. Parce que la convention ne dit pas grand-chose là-dedans. Par opposition, l'autre s'appellerait comment? Normal. Normal, c'est une production. Il y a le mot traditionnel. Voilà. Bon. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, puisque je ne le maîtrise pas. Alors, pour finir, parce que j'en arrive à la fin déjà, vous voyez, ce n'est pas très long, je me situe vis-à-vis de vous, vous êtes des prescripteurs, futurs prescripteurs ou déjà prescripteurs de produits forestiers. Et je trouve que c'est important de vous rappeler que le prescripteur a un fort levier sur la gestion forestière, sur l'impact dans le monde rural et urbain, par ses choix de matériaux, et laisse aussi ses empreintes dans les normes, parce que les normes du bâtiment, ce n'est pas nous qui les éditons, mais nous les subissons. Et sans parler de l'architecture dans le milieu rural, qui, par définition, est peu créatif. Il y a peu de construction dans le monde rural, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a donc beaucoup de maisons qui existent déjà et qui sont vides. Mais j'aimerais bien faire cet appel aux prescripteurs de penser que faire la prescription de produits industriels au lieu de produits le plus brut possible du terroir, de faire le choix de produits qui sont fortement élaborés sur le terrain et non pas dans l'industrie, de vérifier que les produits ne viennent pas qu'on ne prescrit pas du teck, mais peut-être plutôt du châtaignier, ou des choses comme ça, que ça a une portée forte sur le monde rural, et qu'on peut discuter pendant des jours et des jours sur la triste désertification du monde rural si le lendemain on choisit, on fait le mauvais choix dans les produits qu'on prescrit.
Alors, je ne sais pas, je passe peut-être à côté de la plaque en disant ça, mais voilà, je pense pour ma part, ça nous aiderait beaucoup si les architectes insistaient sur ces aspects-là. Je rappelle, juste pour l'anecdote, que c'est quoi, à Limoges, quand on a restauré là où il y a le Parlement régional, voilà, la maison régionale, on n'a pas utilisé des bois locaux. On a utilisé énormément de bois, mais pas de bois local. Et je trouve que c'est peu responsable pour un architecte qui réfléchit sur qu'est-ce que ça doit être la maison du peuple d'une région. Hein? Et c'est un peu la règle. On ne pense pas à ce point-là. Et j'aimerais bien que les architectes fassent dans l'avenir un peu plus. Voilà. Et les bois qui sont utilisés dans le cas présent, vous savez? Non, je ne sais pas. Tu sais quelque chose? Toi, tu sais quelque chose? Il me semble que c'est des... Ah si, ils ont utilisé pas mal de bois, mais c'est du bois exotique à mon avis. Ouais. Voilà. Voilà, j'en suis au bout. Ça ne fait que commencer, votre vie. Est-ce que je peux dire un truc à l'écho de ça? Je trouve que vous devriez appeler cet appel, on pourrait l'appeler l'appel aux architectes, un appel de quelque chose. Il faudrait trouver un mot, un nom, un lieu, un toponyme. Ben, c'est l'appel de Ned. L'appel de Ned. De Ned, appel de Ned. Appel de la forêt. Jack, venez à notre secours. On a besoin de votre papier. Ben, écoutez, c'est facile, hein, il est là. Donnez-nous la version numérique, ce serait bien. Mais on veut bien papier. Je peux vous dire, parce que ça fait vraiment écho à des choses que j'ai lues assez récemment là, chez William Morris. Et c'est une conférence qu'il avait donnée le 30 octobre 1889. J'en lis trois phrases. Hein. La tradition s'est transférée de l'art au commerce. Le commerce qui a désormais embrassé tout ce qui autrefois relevait de la guerre et de la production de marchandises. Mais la fin recherchée par le commerce est la création d'une demande du marché et sa satisfaction une fois créée dans le but de faire des profits individuels, tandis que la fin recherchée par les arts appliqués aux articles utilitaires, autrement dit la production qui remonte à l'époque d'avant le commerce, était de satisfaire des besoins authentiques et spontanés du public et de quoi s'assurer un gagne-pain pour les producteurs. Je vous invite à réfléchir à ces deux concepts de la production et vous vous rendrez compte alors qu'elles sont très éloignées l'une de l'autre. Pour le producteur commercial, les véritables marchandises ne sont rien, leurs périphéries sur le marché sont tout. Pour l'artiste, les marchandises sont tout. Il ne se soucie pas du marché, car d'autres artistes lui demandent de faire ce qu'il fait et ce que son talent le presse de faire. L'éthique du commerçant qui va de pair, cela va de soi avec ses besoins, le pousse à donner aussi peu que possible au public et à prendre autant qu'il peut de lui. L'éthique de l'artiste l'invite à mettre tout ce qu'il peut de lui dans ce qu'il crée. Partant, le commerce se retrouve aux prises avec un public d'ennemis, tandis que l'artiste a affaire avec un public d'amis et de proches. Je trouve que c'est assez... votre appel relaie assez bien cette affaire-là. Donc, je peux donner la référence pour que les gens l'appel de Ah oui, c'est dans un petit... Là, c'est un petit recueil qui s'appelle « L'art et l'artisanat ». Et c'est une conférence qu'il avait donnée le 30 octobre 1889 comme discours présidentiel de la section d'art appliqué de l'Association nationale pour le progrès de l'art lors d'une réunion qui s'est tenue à Queen Street Hall à Édimbourg.